Ma copine vient d'acheter ce Land Rover Defender en piteux état et elle pense pouvoir le réparer. Je vais le faire. Après m'avoir regardé réparer des voitures pendant 5 ans, Anna a enfin décidé de s'y essayer elle-même. T'as envie de le faire? J'ai envie de le faire. D'accord. Et elle nous montre ça, le nouveau Land Rover Defender, dont elle pensait au départ que les dégâts étaient assez minimes. Des dégâts au châssis. Oh non! Mais en fait, ça cachait bien plus de choses qu'elle ne l'avait pensé au départ. Oh. Mais comme elle a acheté cette voiture à l'aveugle lors d'une vente aux enchères en ligne, il y a toujours ce risque-là. Et maintenant, elle s'est lancée dans la remise en état de cette voiture en espérant avoir fait une bonne affaire. Je l'ai trouvé, je l'ai acheté. On espère? Enfin, tu espères que ça ne va pas coûter trop cher à réparer. Qu'est-ce qui s'est passé ici alors? Oh, t'as réussi! Première réparation, c'est moi qui l'ai faite, je t'ai pas forcé à la faire. Oh mon Dieu! On a quand même des bosses de ce côté-là. Une bosse par là, une bosse par là. Est-ce qu'il manque aussi une arcade, un genre d'arcade? Oh ouais, il nous manque ça, c'est ça qui manque? Bon, voilà un Land Rover Defender standard, tel qu'il sort de l'usine. Mais celui qu'Anna a acheté est équipé, ou plutôt était équipé, d'un kit Urban, qui devait ressembler à ça. Mais le problème, c'est qu'il semble que certaines pièces du kit Urban manquent ou soient abîmées. Ce qui veut dire qu'on va devoir les acheter aussi pour réparer celle-là. Donc en gros, il nous manque une arche Urban ici. Donc on va sûrement devoir s'en procurer. Et on dirait qu'il manque aussi la même chose du côté droit. Oh, je crois qu'il manque aussi quelque chose par ici. Il manque vraiment quelque chose ici. Il y a plein de poils et de trucs collants partout. Oh, ça a été utilisé, pas vrai? Très bien. Ouais, mais c'est à ça que servent ces voitures. C'est un peu comme un cheval de trait. C'est vrai. On n'a pas encore tout à fait le tour des dégâts, mais ce qu'on veut surtout vérifier, c'est que le moteur tourne. C'est le moteur diesel de 3 litres. C'est aussi l'une des voitures où on ne peut pas vérifier le niveau d'huile. Si, on peut. Oh, il y a une jauge? Ouais. Oh, ils ont fait quelque chose de bien. Ouais. Ouais. Oh, il y a de l'huile dedans. C'est une bonne nouvelle. On devrait pouvoir le démarrer sans problème. Tu veux l'allumer pour voir s'il démarre? La batterie est à plat, alors Anna a dû brancher les câbles de démarrage. Et on a pu essayer de le démarrer. Ok, va voir. Prêt? Ouais. Waouh! Première fois. En douceur. C'était parfait. C'est un cruiser. Combien de kilomètres? 62 000. Et pour un Defender de 2021, avec ce genre de kilométrage, vous devez compter plus de 60 000 livres. Donc jusqu'ici, tout s'annonçait bien pour Anna. Pas de voyant moteur. Pour l'instant, tout va bien, c'est une vraie voiture de fermier, pas vrai? Le tableau de bord n'affichait aucun message d'erreur, et ça avait l'air d'être facile à réparer. Du moins, jusqu'à ce qu'on commence à inspecter le passage de roue. Des dégâts au châssis. Oh non! Oh non. Quoi, c'est pas bon? Ah, tu vas devoir mettre les mains dedans. Là-dedans. Le châssis derrière la roue avant avait l'air d'avoir pris un sacré coup. Du coup, ça n'allait peut-être pas être aussi facile qu'Anna l'avait d'abord pensé. Mais ça ne servait à rien d'essayer d'évaluer les dégâts tant que la remorque était encore là. Il fallait donc qu'on le mette dans l'entrepôt pour pouvoir le soulever sur la rampe et examiner les dégâts de plus près. J'ai jamais mis une voiture sur une rampe avant, alors j'ai l'impression qu'elle va me tomber dessus. Après tout, cette voiture est classée en catégorie S, ce qui veut dire dommage structurel. Et je crois qu'on vient de trouver pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? La roue a rebondi et a heurté le châssis de la voiture, comme l'a fait cette Mercedes. C'est dingue, ça met une sacrée pression. Ouais. Mais c'est une bonne chose que la roue se soit cassée, parce que si elle ne s'était pas cassée, ça aurait cassé autre chose. Si la roue avait été vraiment solide, elle aurait causé plus de dégâts au châssis. Je veux dire, c'est une roue énorme aussi. Maintenant, il faut qu'on examine les dégâts. On ne peut jamais vraiment se rendre compte de l'étendue des dégâts causés par un accident tant qu'on n'a pas commencé à démonter les pièces autour de la zone endommagée. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On sort le revêtement de l'arche, il va falloir le remplacer. Et après, on pourra jeter un coup d'œil aux dégâts sur le châssis à l'intérieur du passage de roue. C'est encore assez difficile de voir exactement à quel point c'est grave. À toi de jouer. Enlève la suspension. Et les freins. Tu peux être le gars aux outils. Merci. Oh, le boulon de la mort. On enlève encore un peu de la suspension. Anna enlève l'étrier de frein. Et elle et mon père allaient l'attacher à l'amortisseur jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils allaient devoir le démonter plus tard.
Du coup, ils ont serré le tuyau en caoutchouc pour empêcher le liquide de frein de fuir, quand ils ont dévissé la conduite de frein de l'étrier pour pouvoir l'éloigner de la voiture. Mais on aurait quand même dit que le liquide de frein fuyait de partout. Je sais que t'es en train d'arranger ça. Ensuite, c'est au tour du disque de frein. Il n'y a qu'un seul boulon qui le maintient sur le moyeu de roue. Et voilà, c'est enlevé. On pense que ça va sûrement être tordu, vu le choc qu'il a pris. Et comme c'est en aluminium. Du coup, on va devoir le remplacer. Mais regardez ça aussi. Cette partie du sous-châssis s'est détachée, ce qui va nous donner du fil à retordre. Mais pour y accéder, il faut d'abord enlever tout ça. D'abord, l'arbre de transmission. On enlève cet énorme écrou-là, qui le maintient au moyeu de roue. Mon père l'a revissé sans trop serrer pour qu'Anna puisse frapper l'arbre de transmission sans abîmer le filetage à l'extrémité. Après ça, ça devrait faire sortir le moyeu de roue. La seule chose qui relie encore le moyeu de roue au reste de la voiture, c'est un bras de suspension inférieur. Ouais. Anna dessert cet écrou-là. Ensuite, on peut retirer le moyeu de roue. Il va falloir le remplacer, c'est sûr. Le gars au boulon? Ensuite, on peut déconnecter la biellette de la barre anti-roulis de l'amortisseur, puis dévisser l'amortisseur du bras inférieur et du sous-châssis. Ouais. Et voilà! On fait quoi maintenant, Anna? Il faut qu'on débranche 2 fils. Et après, il y a 4 boulons. Et une fois qu'ils sont dévissés, on devrait pouvoir retirer tout l'amortisseur. Cette grosse voiture bien lourde est équipée d'une suspension pneumatique. Et cette pièce-là qu'Anna est en train de dévisser, c'est un tuyau d'air qui va dans la suspension. Une fois qu'elle a déconnecté ça, il reste 4 écrous qui maintiennent l'amortisseur en place. Tu t'amuses bien, Anna? Moi, je m'amuse super bien. J'ai l'impression d'être vraiment à l'aise avec tout ça. Oui, je sais, je suis plus lente, mais je fais pas ça tous les jours quand même. Pour l'instant, tout va bien. Ne laisse pas tomber l'écrou. Trop tard. Ça sort. Et pour être honnête, ça n'a pas l'air en trop mauvais état. Ils sont chers. Mais il y a des pièces avec lesquelles on ne va pas pouvoir s'en tirer sans les remplacer. Passons à l'étape suivante. Le véhicule est surélevé. Les protections de soubassement sont retirées, déconnectées de ce côté du sous-châssis sans trop le détacher. Le but, c'est de retirer le sous-châssis maintenant, parce qu'il est assez abîmé du côté droit. Et on ne va pas pouvoir le réparer. Mais il y a plein de trucs qui sont fixés à ce sous-châssis. Vous pouvez voir les dégâts ici. La première chose à débrancher, ce sont tous les bras qui se trouvent du côté gauche, qui vont du moyeu au sous-châssis. Ensuite, cette partie du pare-choc avant se détache. Ouais. Après ça, Anna enlève la roue avant, pour pouvoir retirer la garniture du passage de roue avant du côté gauche. Parce qu'une fois que vous avez réglé ça, vous pouvez retirer le boulon du bras. Voilà, la suspension est débranchée du côté gauche. Maintenant, mon père est en train de déconnecter la crémaillère de direction de la colonne de direction. Parce que la crémaillère de direction va être en fait démontée avec le sous-châssis. Et enfin, l'arbre de transmission. Anna vient de retirer ça du différentiel avant. Maintenant, on peut remonter vers le haut du moteur. Il faut le caler. Ok, ce qu'on doit faire maintenant, c'est maintenir le moteur en place ici pour que le sous-châssis puisse descendre. Et pour ça, on va utiliser la barre de soutien du moteur. Elle passe par-dessus le moteur pour se fixer à la structure de chaque côté, et ensuite une sangle maintiendra le moteur en place. Ok, ça maintient le moteur vers le haut maintenant. Tout ce qu'on va faire, c'est déconnecter les supports du moteur du sous-châssis. Et ensuite, le sous-châssis devrait pouvoir être retiré tout en laissant le moteur dans la voiture. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est que le moteur tombe avec le sous-châssis. Là, on serait vraiment dans le pétrin. Maintenant, il faut déconnecter le moteur du sous-châssis, qui est relié au support moteur. Et il y a 4 boulons sur le support moteur de chaque côté, mais il n'y a que 2 supports de moteur. Je glisse ma main là-dedans pour dévisser ces boulons. Et enfin, il faut bien dégager le passage pour que le sous-châssis puisse descendre sans abîmer aucune partie de la voiture. Et une fois qu'on est satisfait, on abaisse le sous-châssis et on peut le dévisser. Tous les boulons du sous-châssis sont retirés. Je vérifie juste que tout est bien déconnecté du sous-châssis et de la voiture, et on devrait pouvoir abaisser le sous-châssis. Et on espère vraiment que notre barre du haut tiendra bien le moteur, sinon le moteur va sortir avec le sous-châssis, ce qui ne serait pas génial. Et une fois tous les boulons dévissés du sous-châssis, il s'est abaissé sur le cric. Et une fois qu'on a été satisfait du résultat, mon père a relevé la voiture, ce qui a laissé le sous-châssis sur le cric. Tout ça à cause de ça. Tout ça à cause de ça. Du coup, tout ça a dû être supprimé à cause de ça.
Vous pouvez voir que le mauvais côté ressemble à ça, alors qu'il est censé ressembler à ça. Bon, prochaine étape, je vais retirer cette aile parce que je crois qu'elle est à l'envers. Et puis, ça va juste nous permettre d'y accéder un petit peu plus facilement. Et puis, on pourra voir s'il y a d'autres dégâts par derrière. Parce que ça n'a pas l'air bon. Pour démonter l'aile, il y a quelques boulons par-dessus et quelques-uns là-dedans. Mais il faut qu'on enlève cette pièce pour pouvoir accéder aux 2 boulons qui se trouvent derrière. C'est parti. Ça devrait aussi nous permettre de mieux voir les dégâts structurels qui se trouvent sous l'aile. D'abord la calandre, ensuite les phares tout autour. Cette voiture se démonte assez facilement. Ensuite, tous les boulons de l'aileron sur le toit. Et pendant que je fais ça, Liam s'occupe des boulons qui relient l'aile au pare-choc avant. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire à l'avant. Il ne reste plus qu'à aller à l'intérieur de l'aile, retirer le réservoir de lave-glace, et il y a encore 2 boulons qui fixent l'aile au châssis. Et voilà, c'est enlevé. Je peux enfin retirer le réservoir de lave-glace et la partie inférieure de l'aile. Et là, on peut vraiment se rendre compte de l'étendue des dégâts structurels. On espère pouvoir réparer ça nous-mêmes. Et voilà, un sous-châssis d'occasion trouvé sur eBay. Il m'a coûté 679 livres sterling d'occasion. Et j'espère que c'est le même. Parce que, Anna, tu vas devoir tout transférer de là-bas vers celui-ci. Voilà le plus délicat dans la réparation de cette voiture. En ce moment, Jaguar Land Rover subit une cyberattaque. Donc, on ne peut pas commander de pièces neuves directement chez eux. Du coup, tout ce qu'on achète pour cette voiture doit être d'occasion. Mais heureusement, il y a plein de trucs disponibles. En ce moment, Anna est en train de transférer la barre anti-roulis de l'ancien sous-châssis vers le nouveau, ainsi que la crémaillère de direction. Une fois que tout ça aurait été transféré, on va remettre le châssis sur le cric, le glisser sous la voiture, puis on va l'installer de la même manière qu'on l'a démonté, en abaissant la voiture sous le sous-châssis. Et une fois qu'il est assez bas, on va enfoncer les boulons pour le fixer au châssis. Ensuite, on le resserre tous ensemble. Une fois bien fixé, la voiture peut remonter en l'air. Bonne nouvelle! Le sous-châssis est dans la voiture, mais le moteur est toujours suspendu par ses sangles. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est s'assurer que le sous-châssis est bien boulonné au châssis de la voiture. Et ensuite, pour pouvoir installer le moteur sur le sous-châssis, on va devoir fixer ce support moteur au sous-châssis. Mais ce sera un petit peu plus facile une fois que le sous-châssis sera bien calé. Ensuite, on vérifiera que toutes ces fiches sont bien en place, qu'elles sont bien rebranchées, et que tout est bien connecté par-dessous. Donc je pense qu'on va commencer par serrer les boulons, puis on s'occupera de ce gros dégât-là auquel je ne pense pas que tu t'attendais, n'est-ce pas, Anna? Non. Non, mais je pense qu'on peut y arriver. Ok, on vient juste de réussir à mettre les boulons en place pour le support moteur, pour le fixer au sous-châssis. Bien serré. Une fois qu'on est sûr que tout est bien fixé, on descend la voiture et on peut retirer le renfort du moteur. Ouais! Comment tu peux t'emballer pour ça? Maintenant que le moteur est calé sur notre nouveau sous-châssis, la voiture peut remonter sur le pont élévateur et on peut passer à la tâche suivante. Prochaine étape, l'arbre de transmission. 3, 2, 1... On remplace cet arbre de transmission parce que le soufflet de l'ancien est fendu, et on ne sait pas depuis combien de temps il l'était. Du coup, le joint lui-même pourrait être complètement usé, donc on ne prend aucun risque, et on a un arbre de transmission d'occasion. Anna l'a glissé dans le différentiel, elle est en train de visser le boulon dans le moyeu de roue. Après ça, on peut mettre les boulons dans tous les bras inférieurs, du côté gauche de la voiture. On pense que rien d'autre n'a été endommagé de ce côté-là. Et même Kevin est d'accord. Encore quelques vis à serrer sur les bras inférieurs, et c'est fini du côté gauche. La suspension est remise en place. Et tout va bien de ce côté-là. Bon, de ce côté-là, on ne va pas continuer parce que il nous reste clairement encore ça, mais on ne peut pas encore passer à l'étape suivante. Un problème, et ça a l'air d'être un problème assez courant sur tous les Defenders, ce feu de position est éteint, et ça n'a rien à voir avec l'accident. Mais on pense avoir trouvé la solution. Ce n'est pas une balle, c'est un module. Et la façon dont vous devez régler ce problème est assez bizarre. Pour un problème aussi courant, ils ont rendu la réparation super compliquée. Oh mon Dieu! Oh ouais. Oh, c'est solide. Pour le réparer, il faut enlever ce cache, puis démonter tout le phare.
Ouais! Franchement, ce système est complètement débile. Parce qu'en fait, on ne peut pas accéder à ce module par l'arrière. Ce n'est pas ce qui fait fonctionner le phare. Les feux de position sont gérés par un module qui est là-dedans. Donc en fait, faut qu'on enlève la lentille du plastique. Ce qui veut dire que le phare va passer au four. C'est exactement pour ça qu'on a installé ce four. C'est cuit. Une fois qu'on l'a laissé cuire, on le sort du four. Pour une raison que j'ignore, Kevin a essayé de se glisser dans le coffre, mais alors que tout le plastique et la colle qui maintiennent le phare en place étaient bien mous, grâce au four, Anna et moi, on a pu commencer à séparer la lentille du support du phare. Et voilà le résultat. C'est vraiment bien en fait. Si vous allez faire ça, mettez-le au four, 130 degrés Celsius pendant 7 minutes. Mais ça ne s'arrête pas là. On doit maintenant dévisser la partie avant de ce phare pour accéder à la pièce qu'on doit atteindre. Et voilà, c'est enlevé. Il y a une prise à l'arrière. On a appris ça en regardant YouTube. Et voilà. La LED est là. En fait, ce ne sont que 3 petites LED qui projettent une petite bande lumineuse pour l'éclairage latéral. Et apparemment, elles finissent par s'épuiser. Et voilà la pièce qu'il faut acheter pour réparer ça. 25 livres sur eBay. On est en train de dévisser l'ancien ici. Voilà l'ancien. Et voilà le nouveau. Je suppose qu'il suffit de le remettre en place et que tout va fonctionner. Fini le temps où il suffisait de changer une ampoule quand votre feu de position s'éteignait. Mais je crois qu'on commence à s'habituer à ce nouveau jargon automobile. Une fois que c'est installé, on pourra tout remonter. Bon, testons pour voir si ça marche, parce que ça ne sert qu'à contrôler celui-là. Et celui-là a un module à part. Et ça a marché pour certaines pièces, mais ça n'a pas marché pour d'autres. Donc voyons voir. Quoi? Excuse-moi, qui donc? Avant de remettre la lentille sur le phare, on va la brancher pour vérifier qu'elle marche bien. Et... bonne nouvelle. Ouais! Regardez ça! Ouais, mec! Mets les feux de position, juste les feux de position. Ouais! Ouh, ça a bougé. J'ai réglé le problème. 20 livres pour la réparation et un four. Bon, 25 livres pour la réparation. Regarde ça. Oh mon dieu, ils ont l'air trop cool. Maintenant qu'on sait que ça marche, je vais nettoyer les résidus de colle qui fixaient la lentille au support avant. Et une fois que je serai satisfait du résultat, on pourra appliquer notre propre colle. Ensuite, on remet la lentille en place et on la laisse se fixer. C'est super important que ce soit bien étanche, sinon de l'eau pourrait s'infiltrer. Ensuite, on peut le remettre dans la voiture et tout réinstaller comme on l'avait démonté. Voilà! La structure est arrivée. On a dû aussi l'acheter d'occasion. Encore une fois. Parce qu'on ne peut rien trouver de neuf chez Jaguar Land Rover. Du coup, on a une partie de voiture entière, ce qui va nous prendre un sacré temps. Mais au moins, on a probablement plus de pièces qu'il n'en faut. 1100 livres sterling. Regardez ça. Voici donc le bazar qu'on a en ce moment. Il y a certaines parties de ces dégâts qu'on ne va probablement pas réparer, parce que ce serait juste une question d'esthétique. Mais les parties les plus graves, il faut absolument qu'on les répare. Et même si cette partie-là qu'on est en train de changer n'est pas très structurelle, elle sert juste à maintenir l'aile en place. Il faut s'assurer qu'elle soit bien droite, car sinon, quand on la mettra en place, elle ne s'alignera pas correctement avec la portière. Donc la première étape, c'est de percer les rivets qui fixent ce support à la voiture. Et pour certains rivets, Anna meule le haut, puis utilise un ciseau pour les détacher de la voiture. Ouais! Et puis, on a ce dégât-là. C'est ce qui m'inquiète le plus. Cette pièce du milieu fait partie de la structure et sert en quelque sorte à renforcer cette partie de la voiture. Et tout est assemblé avec des rivets, parce que toute cette voiture est en aluminium. Du coup, pendant que je m'efforce de l'enlever de la voiture, mon père s'efforce de l'enlever de la pièce qu'on a achetée. Et il doit faire super attention à ne pas l'abîmer, parce qu'on va le remonter sur le Defender. Et on a fini par retirer la pièce endommagée. Heureusement, il n'y a pas de dégâts en dessous. Bon, cette pièce structurelle au milieu est dévissée ici. Mais je pense que ça a été enfoncé parce que on voit bien, grâce au rivet, où ces éléments étaient placés à l'origine. Pour éviter de démonter tout ce panneau, ce serait bien de pouvoir juste le tirer vers l'arrière. Pour voir où ça va. On pourrait en fait mettre la nouvelle pièce structurelle au milieu
Et après, on verra à quelle distance ça se trouve. Mais pour garder un peu d'espoir, je vais juste voir si on est vraiment capable de s'en sortir, parce que ça pourrait bien être vraiment difficile. Et qu'on se bat peut-être pour une cause perdue d'avance. Bon, je vais mettre ça. Vous pouvez voir clairement ici à quel point ce panneau est en saillie. Comment ça va, Tony? C'est un boulot qui fait chaud. Un boulot qui fait chaud? Des travaux à chaud, ouais. T'as eu chaud? Ouais. Si on n'arrive pas à retirer ce panneau, on va devoir remplacer tout le pied. Mais je crois que j'ai trouvé une solution. J'ai cette barre ici. On la fixe sur un truc solide comme ça. Et si on s'appuie dessus de tout notre poids, je pense qu'on devrait probablement redescendre la voiture pour qu'on puisse le faire. Et on va utiliser un peu de chaleur pour essayer de le retirer. Et on va utiliser de l'énergie, de la chaleur et de l'énergie. Si ça marche, ça va nous faire gagner un temps fou. Mais j'avais du mal à tirer assez fort pour le remettre en place. Du coup, on a appelé Ethan pour qu'il vienne nous donner un coup de main. Regarde, ça a bougé! Et finalement, en chauffant un peu, le panneau a commencé à revenir à sa position d'origine. Jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat qui nous convienne. C'est là que ça va vraiment se jouer, c'est un peu la partie structurelle. C'est la partie où on veut entrer. J'ai laissé tout ça bien aligné, les trous pour les rivets sont tous percés, prêts à être posés, mais il faut vérifier que ça s'adapte bien à sa place. À part ça, c'est quand même un peu serré ici, non? Ouais, c'est pas loin. C'est bien là. Et ces boulons s'alignent parfaitement. On pourrait percer et mettre quelques rivets. Toute cette voiture tient littéralement grâce à ces rivets. Ce ne sont que des rivets. Ils ont l'air un peu différents parce que quand vous achetez un kit de réparation, c'est ce genre de rivets que vous recevez pour réparer ça. Mais ceux-là vont aller dans les trous. Et voilà. Ça maintient maintenant tout le châssis en place. Il en reste encore quelques-uns à mettre. Ce trou-là et celui-là. Mais ça s'annonce bien pour le pied du châssis. Ça va nous épargner un sacré boulot. Tant que cette pièce s'insère dans ce petit espace, on peut être sûr que tout s'alignera aussi bien qu'à l'état neuf. Et heureusement pour nous, ça s'aligne bien. Il ne me reste plus qu'à percer les trous, puis à mettre les rivets de séparation qui le fixent à la carrosserie. Exactement comme c'était fixé avant que je l'enlève. Et ça, c'est du beau boulot. Ensuite, le support sur le côté qui maintient l'aile. Il suffit de le glisser en place, puis de le fixer avec quelques rivets. Tous les rivets sont en place. C'est le moment d'appliquer du mastic d'étanchéité sur certains joints. C'est parti. C'est l'heure de mettre le mastic d'étanchéité. Il y a environ 1 an, ce genre de réparation nous aurait vraiment fait peur. Mais comme on a pris de l'expérience dans ce genre de truc, on a aussi pris confiance. Une fois le produit d'étanchéité posé, j'ai aussi appliqué un peu de peinture dessus, juste pour tout protéger, et tout s'est parfaitement aligné. Du coup, je peux maintenant m'attaquer aux parties les plus abîmées. Ok, c'est retiré. Donc, il y a la crémaillère de direction, une biellette intérieure, et une rotule de direction. Celle-ci est cassée. Et elle devrait ressembler à ça. 21 livres sterling sur eBay. Voilà la biellette intérieure. Je vais mettre un peu de Loctite. Ça fait beaucoup de Loctite. Et ensuite, je la vise dans la crémaillère de direction, qui ne présente aucun signe de dommage. Après ça, on enfile le soufflet en caoutchouc par-dessus. Ça s'enfile. Puis, on a un de ces clips spéciaux qui le maintiennent en place, et Anna va le serrer maintenant. Ça a l'air bien. Et puis, une autre pince qui maintient la plus petite pièce. Après ça, il faut aller chercher de la biellette extérieure. Ouais! Mécanique! Allez! Ouais! Et maintenant, Anna doit le retirer de l'ancienne biellette de direction. Je le dévisse juste ici, et quand elle aura retiré la biellette extérieure de l'ancienne biellette intérieure, elle va mesurer la distance entre l'extrémité de la biellette intérieure et le bouchon de blocage. Ça lui donnera une idée approximative de l'endroit où il faut régler la nouvelle biellette intérieure. La voiture aura quand même besoin d'un réglage de géométrie des 4 roues, mais au moins vous pourrez la régler à peu près pour pouvoir la conduire jusqu'au garage qui s'en chargera. Passons à la suite. Oh mon Dieu, ça pèse une tonne. 650 livres sterling pour le kit complet, parce que je voulais pas prendre le risque et acheter tout ça séparément. Bon, je pense que le disque est différent, et que l'étrier est carrément, parce que l'étrier est bien plus petit que celui que tu as montré.
Tu pourrais mettre l'arbre de transmission en place d'abord, avant qu'on installe ça. Je vais mettre ça. J'insère ça. C'est dedans. Une fois l'arbre de transmission en place, je voulais soulever l'ensemble du moyeu avec tous les bras qui y sont fixés. Ensuite, Anna va insérer les boulons qui le fixent au nouveau sous-châssis. Et ensuite, vous faites pareil pour le bras supérieur. C'est le moment de serrer tous les boulons qui fixent le bras inférieur au sous-châssis. Ensuite, on peut passer à l'étape suivante. L'amortisseur. On réutilise celui-là et on espère que ça va tenir le coup, parce que ces trucs-là coûtent cher. On va glisser l'amortisseur entre les bras supérieurs. Ensuite, Anna va monter sur le toit de la voiture pour visser les écrous qui maintiennent l'amortisseur en place. Ensuite, Anna va mettre le boulon qui fixe l'amortisseur au bras inférieur. Et enfin, la biellette de la barre anti-roulis doit aussi se fixer à cet amortisseur. Après ça, la biellette inférieure va se raccorder au moyeu de roue. Et on a presque fini le montage. On va maintenant retirer l'étrier de frein qui va avec ce moyeu de roue, parce que celui de la voiture d'Anna était bien plus gros. Et on a supposé que le disque de frein était différent aussi. Du coup, on enlève le disque de frein qui est fixé au moyeu de roue, et on remet celui d'origine, qui n'a pas l'air abîmé. Il est juste un peu rouillé. Une fois ce disque de frein en place, Anna pourra enfiler son étrier de frein qui, d'après ce qu'on voit, s'adapte bien au moyeu de roue d'occasion. Une fois l'étrier de frein en place, je peux raccorder la conduite de frein à l'étrier. Bon, à l'époque, dans l'allée, j'étais sur les étriers de frein et je crie à Anna de pomper les freins. On a inversé les rôles. Cette fois, c'est moi qui monte dans la voiture et Anna va purger les freins. On va l'abaisser, mettre du liquide de frein et on va devoir purger les 4 roues parce qu'il y a vraiment beaucoup d'air dedans. Espérons que ça marche. Première étape, on va ajouter du liquide de frein Valvoline. On a perdu pas mal de liquide de frein en démontant l'étrier, donc il va falloir faire le plein. Ensuite, on enlève les roues aux 4 coins. Le principe du système de freinage, c'est qu'il n'y a pas d'air dedans, parce que l'air est mou comme ça. On essaye d'évacuer tout l'air du système. Anna est en train de verser du liquide de frein, mais pour l'instant, il y a forcément de l'air dans les conduites, vu qu'on les a démontées. Donc, pendant que j'appuie sur la pédale de frein, Anna va vers l'étrier arrière, va ouvrir légèrement le bouchon de purge, puis attendre que l'air s'échappe jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du liquide de frein. Et pendant qu'elle fait ça, je vais vous expliquer comment vous pourrez peut-être récupérer un peu d'argent sur un ancien crédit auto. Saviez-vous que 4 contrats de crédit auto sur 10, conclus entre le 6 avril 2007 et novembre 2024, auraient pu faire l'objet d'une vente abusive? C'est encore un peu spongieux, mais on y arrive. Bon, le premier aspect de ces ventes abusives, c'était les accords de commission discrétionnaires. C'est là que les courtiers augmentent en secret le taux d'intérêt pour gonfler leur propre commission. La commission était injustement élevée. C'est là que la commission était trop élevée par rapport au montant du prêt. Allez, c'est parti! Et il y avait des accords contractuels, et c'est là que les concessionnaires prétendent qu'ils vont obtenir la meilleure offre, mais en réalité, ils étaient liés à un seul prêteur. Oh, regarde tout ce vide! Pour récupérer votre argent, vous pouvez vous plaindre directement auprès de votre prêteur, vous adresser au médiateur financier ou attendre le dispositif de recours de la FCA qui est prévu courant 2026. Ça a l'air bien pour la pédale de frein. Tout est bien purgé. La prochaine étape, c'est de lui faire un petit entretien rapide. Parce qu'on sait à quel point ces moteurs Land Rover sont fragiles. Donc on a soulevé la voiture et Anna est en train de retirer le bouchon de vidange pour vider l'huile. Pourquoi t'as fait ça? Bon, les options que je viens de vous mentionner pour vous faire rembourser sont toutes gratuites. Mais écoutez bien ça. Quand le dispositif sera lancé, les prêteurs contacteront directement les clients, mais uniquement ceux qu'ils pourront retrouver. Si vous avez déménagé, changé vos coordonnées, ou si vos anciennes données ont été supprimées, ça peut être compliqué de vous en sortir tout seul. Bon, on a retiré la crépine d'huile et on l'a posée sur un bac pour pouvoir accéder au filtre à huile en haut, parce qu'il est en haut. Bon, maintenant, Anna va retirer le filtre à huile qui se trouve juste là et le remplacer par un neuf. Si vous n'avez pas envie de vous lancer tout seul dans les démarches pour récupérer votre argent, vous pouvez faire appel à Reclaim 247. Ils peuvent retracer l'historique de votre crédit jusqu'en 2007. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre nom, de votre adresse et de votre date de naissance. C'est pas de gain, pas de frais, pas de paperasse et ça prend moins de 60 secondes pour faire votre demande. Votre ancien contrat de financement automobile pourrait vous donner droit à une indemnisation. C'est votre argent, réclamez-le avec Reclaim 247.co.uk. Et voilà un nouveau filtre. On va boucler ce service.
On met le nouveau filtre à huile en place, puis Anna peut remettre le bouchon et le resserrer. Vous pouvez voir l'ancien filtre à huile ici. Cette voiture avait probablement besoin d'un entretien. Ensuite, Anna enlève cette partie de la prise d'air pour pouvoir accéder au filtre à air. Mais, pour être honnête, il a l'air d'être en bon état. Mais bon, on a acheté un kit d'entretien, donc on va installer le nouveau filtre à air. Ça s'insère dans le boîtier de filtre à air par ici, on met le collecteur d'admission en place, et puis on visse le tout pour remonter. On a changé le filtre à huile et le filtre à air. Il est temps de remettre le bouchon du carter en place et de faire le plein d'huile. La voiture est de nouveau surélevée, et Anna a un nouveau bouchon de carter grâce au kit d'entretien qu'elle a acheté. Ça va dans le carter, puis elle peut le serrer. Et on est prêt pour l'huile. 0W30, 5 litres de Valvoline. Regardez ça, c'est du sirop de caramel. On met de l'huile Valvoline. C'est toujours une bonne idée de faire une révision à ces voitures accidentées quand vous les récupérez. Parce que souvent, on n'a aucune idée de leur historique. Surtout celle-ci, qui a 96 500 km au compteur. Le capot moteur, Et c'est écrit Land Rover. Et là, ça dit quoi? Nigimum. On remet le capot moteur. Eh, pourquoi j'en ai un nouveau? C'est pas neuf, je l'ai nettoyé. Ah! C'est fait. On peut démarrer. Ça a l'air pas mal. Tu as bien travaillé, Anna. C'est bon? Youpi! Elle va mieux rouler maintenant. Ok. Nous voilà. En fait, ça pourrait être l'affaire du siècle si on fait ça, parce que voici l'ancienne aile. Celle qui a des bosses. Mais on espère que le kit d'Urban, qui devrait aussi aller sur l'avant, couvrira cette bosse. Et ça, on pourra le voir dans une minute. Mais on va d'abord installer cet aileron. Et ensuite, on pourra commencer à monter le reste des panneaux de carrosserie. Si on s'en sort sans avoir à remplacer cet aileron, ce serait vraiment génial. Parce que ça nous éviterait d'en acheter un nouveau et de le peindre, en plus. Et si on n'a pas à réparer la bosse qu'il y a là à l'avant, eh bien, c'est gagnant-gagnant. Ouais. Waouh. Maintenant qu'on est content de l'alignement de l'aile, on peut la boulonner au pare-choc avant et recommencer à remettre toutes les moulures qu'on avait enlevées au début. Et ensuite, on remet la calandre. Il y a une prise électrique pour le capteur radar situé derrière la calandre, qui sert au régulateur de vitesse adaptatif. Je branche ça, puis tout s'enclenche littéralement à l'avant et il y a quelques vis sur le dessus pour le maintenir en place. Ensuite, on remet les flacons de lessive en place. Il y a une prise pour le capteur de niveau, une pour la pompe de lave-glace du pare-brise et une autre pour la pompe de lave-phare. On branche les deux, on glisse le réservoir de liquide lave-glace en place, puis il y a deux boulons qui le maintiennent en place. Après ça, c'est la partie inférieure de l'aile. Avant, ils mettaient de la colle sur les clips pour les maintenir en place. Donc si ça leur convient, eh bien ça nous convient aussi. Et j'ai un peu abusé sur la colle, mais on veut être sûr que c'est bien fixé. Waouh, ça partira jamais. Je vais le glisser en place, puis on va mettre un peu de ruban adhésif pour le maintenir en place pendant qu'il sèche toute la nuit. C'est fait. Et voilà, un kit de carrosserie Urban que la voiture a déjà. On a contacté Urban, on leur a dit ce qui manquait dans le kit, et ils nous ont envoyé juste la pièce manquante. Ce passage de roue avant, je crois que ça remplace celui-là. On dirait qu'il s'enclenche dans les fixations d'origine. C'est juste cette bosse qui m'inquiète. Je ne pense pas qu'on va réussir à la cacher complètement. Faut vraiment réparer la bosse, mais à quoi ça sert si on va la recouvrir de toute façon? Oh! D'abord, on doit enlever les anciennes moulures. Et on espère que la nouvelle moulure va cacher cette bosse. C'est le moment de voir si ça marche. Ouais! Donc, on allait redresser cette bosse. C'est moi qui va redresser cette bosse? Probablement pas. Non. On va retirer les clips qui maintiennent l'ancienne moulure et les remettre sur la nouvelle. Bon, voilà ce qu'ils utilisent, de la colle pour panneaux. Et voilà la colle pour panneaux qu'on a reçue avec le kit Urban. D'abord, j'ai appliqué l'apprêt sur le large revêtement. Et une fois appliqué, je vais en mettre un peu sur le passage de roue sur lequel on va l'installer. Et puis, on pourra mettre la colle pour panneaux en place. Et quand je serai satisfait du résultat, je pourrai commencer à l'installer. Action! Ça se glisse dedans
et s'adapte super bien. Encore une fois, pour que la colle prenne, je vais le fixer avec du ruban adhésif à l'arche, puis Anna va faire pareil de l'autre côté. Je ne comprends pas pourquoi la voiture avait des passages de roues à l'arrière, mais pas à l'avant. Elles sont fournies avec le kit. C'est Urban qui les a envoyées. Je vais sûrement mettre un peu de colle dedans. Et puis, il nous manquait les aérations du capot. Mais on les a aussi trouvées chez Urban. On dirait qu'elles ont dû se détacher lors de l'accident. Alors, pour être sûr qu'elles restent bien en place, on met un peu de colle à l'arrière. Et ensuite, Anna va les fixer avec du ruban adhésif. Ça a l'air bien. Les prises d'air du capot sont en place, le kit d'élargissement aussi. Il reste plus que quelques petites choses à installer. Les protections de soubassement et les revêtements intérieurs des passages de roues arrière. Après ça, on devrait pouvoir effacer les codes d'erreur et prendre la route. Prochaine étape, le montant A. Il manque une garniture, donc on va juste caser ce petit bijou à la place. Bon, c'est en place. C'est magique. Ouais! Cette garniture de montant A est peinte en noir brillant. On a juste dû commander la garniture du bas. Ouais! Et demander au carrossier de nous faire une peinture assortie. C'est le moment de remettre la voiture sur le pont pour la dernière fois, on l'espère, et de réinstaller toutes les protections de soubassement. Il y a plein de protections de soubassement sur cette voiture, et beaucoup d'entre elles servent à la protéger. Bien sûr, c'est un 4x4. Donc on ne veut pas que de gros cailloux viennent heurter le dessus de la voiture et causer des dégâts. Ok. La dernière pièce à installer, c'est le revêtement des passages de roues, mais je voulais juste vérifier qu'il n'y ait pas de défaut. Et on n'a toujours aucun problème sur la voiture, tout est ok. À part l'ABS. Donc on a une fuite sur le circuit hydraulique de freinage A, ou alors un problème de joint sur ce circuit. Et quand on appuie sur les freins, si on écoute bien, la pédale vibre. En fait, j'ai découvert que ce cliquetis, c'est apparemment le système qui vérifie s'il y a des fuites. Ça fait brrr, et ça me laisse perplexe. J'ai découvert plus tard, quand on a purgé les freins à l'ancienne, en appuyant sur la pédale de frein, puis en dévissant les raccords, qu'apparemment ça fait complètement planter le module ABS. Donc ce qu'il faut faire, si on veut s'y prendre correctement, j'ai découvert qu'il faut passer par la fonction spéciale, puis par la routine d'épuisement. Il faut donc indiquer à la voiture qu'on est en train de purger les freins, sinon elle va croire qu'il y a une fuite dans le circuit de freinage. Du coup, si elle détecte une fuite à l'avant droit, elle coupe la puissance de freinage sur la roue avant droite pour que vous puissiez utiliser le reste des freins. C'est astucieux, mais aussi agaçant pour ceux qui, comme nous, essayent de le faire. Donc si je clique sur OK, donc voilà ce qu'on doit faire. On met le contact est mis. Prochaine étape, on branche le dispositif de purge sur le réservoir de l'ABS, on allume l'appareil de purge et on règle la pression à plus de 2 bars, mais à moins de 3 bars. Bon, on doit brancher Mr. Push au système ABS, qui se trouve dans ce réservoir que mon père a là. Et on va faire passer une pression de 2 bars là-dedans. Donc, mon père appuie sur la poignée Mr. Push, qui injecte de la pression et du liquide de frein dans le réservoir de frein. Et on cherche à atteindre 2 bars de pression. Pour l'instant, ce problème fait que le voyant ABS et celui du contrôle de traction sont allumés. Ouvrir la vis de purge à l'arrière gauche et purger le circuit de freinage de la roue arrière gauche, tout en appuyant progressivement sur la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle soit complètement enfoncée, puis la laisser revenir en position de repos. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est repurger les freins. Mais cette fois-ci, en suivant les instructions de l'appareil de diagnostic. Déconnecter l'appareil de purge qui est branché au réservoir de l'ABS. Désactiver Mr. Push. Une fois qu'on a purgé les 4 coins, on peut retirer Mr. Push. Une fois les étapes 1 à 10 terminées, cliquez sur Continuer pour lancer un test de fuite et de contrôle de la pression d'air. Est-ce qu'on est prêt pour le test de fuite et de surveillance de l'air? Il faut remettre le bouchon sur le réservoir de frein, puis la voiture va faire un test. C'est remis. On espère qu'une fois ce test effectué, le frein ne vibrera plus et qu'on n'aura plus d'erreur sur le tableau de bord. Test terminé avec succès. C'est terminé et on n'a pas besoin de faire de purge de réparation. Une fois ça fait, j'ai bien sûr relu les codes d'erreur. Mais ils s'affichent toujours. Fuite dans le circuit hydraulique A, joint défectueux sur une fuite du circuit hydraulique. Mais on vient juste de faire tous les tests, du coup ça n'a pas l'air de marcher. Ça dit qu'il ne détecte pas de fuite. Mais ensuite, quand on vérifie les codes d'erreur, ça indique qu'il y a une fuite. On a ensuite trouvé sur internet qu'il fallait débrancher la batterie après ça. La batterie est sous le siège conducteur, c'est ce que je suis en train de faire. La batterie est débranchée, alors on va juste attendre.
Une fois la batterie débranchée, on l'a rebranchée pendant 2 minutes. Puis on a dû refaire une autre procédure. Donc ce que le gars a fait dans la vidéo, c'est qu'il a appuyé sur la pédale de frein pendant 2 minutes. 2 minutes. Je lance le chrono. Je continue. La pédale faisait un cliquetis et j'avais l'impression qu'elle vibrait. Mais apparemment, en maintenant la pédale de frein enfoncée pendant 2 minutes, l'ordinateur effectue un contrôle approfondi pour s'assurer que le système de freinage ne perd pas de pression. Et s'il ne perd pas de pression, il signale à l'ordinateur que tout va bien et qu'il peut revenir au fonctionnement normal. Juste pour vérifier, je vais appuyer à nouveau sur le frein. Pas de cliquetis. Il y a pas de cliquetis. Puis il a mis le contact et il l'a fait avec le contact mis. Le contact est mis. Prêt? Il n'y a pas de cliquetis. Et pas de voyant ABS, juste le voyant de batterie faible. Oh mon Dieu, ça aurait pu marcher? Pourquoi l'outil de diagnostic n'a-t-il pas dit de retirer la batterie et de faire ce truc de cliquetis? Ouais! Regarde! Pas de voyant ABS, pas de voyant de contrôle de traction. Et on a l'ABS! On a l'adhérence! Ouais! Ouais! C'était vraiment bête ce qui s'est passé, alors qu'il suffisait de purger le frein normalement. Ok, il nous faut une roue. Il y en a une à l'arrière, alors utilisons celle-là pour aller à notre endroit préféré, où on va chercher des roues pour finir cette construction pour Anna. C'est parti! Pendant que je mettais le revêtement de l'arche, Matt et Anna sortaient la roue de secours de l'arrière de la voiture. Une fois enlevée et que la garniture de passage de roue est en place, ils peuvent remettre toutes les roues en place. C'est parti! Kevin, t'es prêt à essayer ta nouvelle voiture pour chien? Tu l'aimes bien? Ouais! Salut Voilà! les gars! T'es prêt? C'est parti alors! C'est parti! Je sais pas comment ça va se passer pour toi. Salut les gars! C'est parti! Anna a le rousse, mais elle voulait un truc un peu plus robuste, où on pouvait mettre Kevin et faire les courses et tout ça. Et pour ça, cette voiture a l'air parfaite. Et pour l'instant, tout va bien. Même Kevin s'amuse bien. C'était un projet un peu différent de d'habitude, mais c'était sympa de voir Anna relever le défi. Et ça montre bien que parfois, même si les dégâts n'ont pas l'air trop graves, il peut quand même y avoir beaucoup de boulot à faire. C'est parti! On a réussi! On est arrivé. J'ai l'impression que ça fait un moment qu'on n'est pas allé à Wheelmania. Bien sûr, on est venu chercher des roues, parce qu'Anna n'en a que 4, il en faut 5 sur le Defender. J'ai choisi, mais je pense qu'Anna va aimer ce que j'ai choisi. Allons à l'intérieur, on va les faire monter, et on devrait voir le résultat final du Defender qui a été littéralement construit en 3 jours. Ça a représenté 3 jours de travail. C'est parti! En ce moment, le Defender est équipé de jantes Urban, et il lui en manque une à l'arrière. Je trouve qu'elles ont l'air pas mal, mais elles n'ont pas vraiment notre touche perso. Et c'est pour ça qu'on est venu chez Wheelmania pour y remédier. Et vous pouvez clairement voir qu'ils ont plein de jantes en stock. J'ai choisi quelque chose de spécial pour le Defender d'Anna. Quand j'achète des jantes chez Wheelmania, en général, ce que je fais, c'est que j'envoie une photo de la voiture à Georges avec le numéro d'immatriculation, puis il m'envoie plein de modèles de jantes différentes que je peux choisir pour ma voiture. Mais si je n'aime pas le style, je peux créer mes propres jantes. Cette fois-ci, j'ai choisi des jantes Vossen, les mêmes que celles de la Lamborghini Murcielago. La GT3 RS de James était équipée de jantes Vossen aussi. On utilise souvent des jantes Vossen. Allons voir les jantes Vossen que j'ai choisies chez Wheelmania. Je les trouve bien. Voilà qui devrait bien finir la construction. Je les aime vraiment bien! Ouais, elles sont pas mal. Elles sont énormes! Ce sont des jantes Vossen de 22 pouces. On a choisi la même taille, juste pour garder ces pneus plus larges et ce look un peu tout-terrain. Maintenant, les gars de Wheelmania sont en train de monter les jantes sur le Defender, et ça donne ce petit côté cool d'avoir la jante aussi à l'arrière. N'oubliez pas, si certains d'entre vous voulaient acheter des jantes chez Wheelmania ou y faire remettre vos jantes à neuf, jetez un œil au lien que j'ai mis dans la description. Wow! Ça a l'air Oh bien, mon Dieu, non? ça fait toute la différence! Ça a vraiment changé la donne. Oh mon Dieu, ça a l'air trop bon! C'est fini! C'est vraiment génial. Et vu le temps qu'on a mis à le faire, on peut dire que c'est pas mal du tout. Maintenant, on doit vous dire combien ça a coûté de remettre ce truc en état, et vous devez voir le Defender dans toute son intégralité. Allons voir ça.
Et voilà, c'est fini, c'est terminé. Je trouve que ça rend vraiment bien, ça te plaît? J'en suis très contente. C'était plus dur que tu le pensais? Ouais, bien plus dur. J'ai découvert une nouvelle façon d'apprécier ta manière de travailler avec Tony. Et on a reçu le devis. T'as acheté la voiture pour 39 000 livres sterling. Et toutes les pièces pour le réparer ont coûté moins de 3 000 livres. Vraiment? Ouais, mais tu me dois quand même 10 000 livres de frais de main-d'œuvre pour les techniciens Super. qui sont venus sur place. En plus de ça, t'as aussi une nouvelle plaque d'immatriculation assortie à l'Ourous, la plaque HWBT. Alors, merci à Car Reg pour ça. Alors j'ai fait du bénéfice? Eh bien, si tu le vends, tu feras un bénéfice, ouais. Mais Je tu veux vas pas. le vendre? Non, Ouais. jamais. Ouais. Je crois que c'est en train de déteindre. J'ai 2 voitures. Toi, t'en as combien? Un peu plus de 2. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous et donnez-moi un like et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace out.